Bonsoir, bonsoir, vous écoutez ou vous regardez Quelle comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Bonsoir à vous, Arthur Lenoir, je vous salue. Mais ce soir, Arthur, finalement, c'est vous qui allez assister Andrea Villechange, qui, pour la première fois, filme et répond aux questions et commentaires en direct. Donc, bonne chance, Andrea. Je suis bonne sûre chance. Que, voilà, ça va bien se passer. Bonsoir, Agathe Sanjean. Bonsoir. Bienvenue dans Quelle comédie. Vous connaissez maintenant l'exercice. C'est un exercice facile pour vous. Vous êtes la conservatrice et l'archiviste de la Bibliothèque de la Comédie Française. À ce titre, vous avez participé à la réalisation d'une grande exposition, composée de 3 expositions consacrées à Molière, avec les équipes de la Bibliothèque nationale et de l'Opéra de Paris, pour une partie. Vous êtes la co-commissaire de Molière, le jeu du vrai et du faux. L'exposition a débuté le 27 septembre dernier et sera présentée sur le site Richelieu Galerie Mansart, nouvellement rouverte, je crois. Oui. Voilà, jusqu'au 15 janvier 2023. Bonsoir, Laurent Stocker. Bonsoir. Alors, vous êtes le 511e sociétaire du Français. On peut vous voir actuellement dans La vie de Galilée de Bertolt Brecht, mise en scène Éric Ruff. Et à partir de ce mercredi 12 octobre, dans la reprise de Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres, dont nous avons l'affiche ici, d'après Molière, mise en scène de Julie Deliquet, une pièce tout juste créée en juin 2022 dans le cadre de la saison Molière, dont nous fêtons, est-il besoin de le rappeler, cette année le 400e anniversaire. Alors cette pièce, tout comme l'exposition, on va y revenir précisément, permet d'approcher, d'effleurer la personnalité de Molière, de Jean-Baptiste Poquelin, plus exactement, sa réalité humaine ainsi que celle du quotidien de la troupe, le privé, le public se rejoignent. Laurent Stocker, vous interprétez Guillaume Marcourreau, dit Brécourt. Qui était-il puisqu'il a existé? Alors il a existé, je remplace Hervé Pierre qui a fait la création de ce rôle. C'est un personnage qui a existé, qui était donc à l'hôtel au Marais, que Molière a débauché pour venir à Guénégaud, et en fait ensuite il est resté très peu de temps dans la troupe. Il est resté 4 ans, mais ça a été un des premiers sociétaires. Et c'était une célébrité. Je crois que c'était le numéro 12 ou 13, enfin j'ai pas regardé exactement, mais oui, c'était un des quand Molière est mort, donc en 1680, comme vous le savez, la réunification des 2 troupes, il est devenu sociétaire. Au même titre que Mademoiselle de Brie et que les 2 Béjart et qui sont dans la pièce aussi. Ouais, Armande et Madeleine. Expliquez-nous l'histoire de la réunification des 2 troupes, parce que... Oui, alors en fait on est en 1680, effectivement, donc 7 ans après la mort de Molière, et le roi prend une décision un peu forte qui est de n'avoir plus qu'une seule troupe à Paris. Parce qu'il y a 2 troupes royales. Il y a 2 troupes à cette époque-là qui sont privilégiées par le roi. L'ancienne troupe de Molière, donc la troupe de l'hôtel de Guénégaud, et la troupe de l'hôtel de Bourgogne. Ce sont des troupes rivales, entre guillemets. Enfin voilà, il y a une rivalité artistique entre ces comédiens. Artistique et commerciale, non? Bien sûr. En fait, il s'agit de faire venir le public, et puis une guerre de répertoire aussi. La troupe de l'hôtel de Bourgogne, elle est plus spécialisée dans la tragédie, tandis que celle de l'hôtel de Guénégaud, c'est plutôt la comédie. Elle est l'héritière de la troupe de Molière, bien sûr. Donc votre personnage, Brécourt, il passe d'une troupe du Marais, alors c'est encore une autre troupe, il passe du Marais à la troupe de Molière. Et donc, oui, il est plutôt spécialisé, entre guillemets, dans les personnages tragiques. Et donc, quand Molière lui propose de rentrer dans la troupe, c'est pour lui faire jouer les rôles tragiques, parce qu'il ne veut se confronter qu'à la comédie. Mais il se trouve que ça arrive au moment où il y a la création de l'école des femmes, qui est un gros succès, et Brécourt fait Alain. Donc c'est une scène comique, c'est une pièce comique, et donc Brécourt se révolte parce qu'il dit: mais vous m'avez engagé pour jouer les tragédiens,
Et quand j'arrive dans la troupe, je me rends compte que je ne peux pas jouer la tragédie parce que, en fait, vous avez décidé de ne plus être en alternance et de ne faire que la comédie de l'école des femmes, ce qui a été le cas. Qui a un grand succès. Ça a joué pendant 3 mois d'affilée et qu'ils n'ont pas pu jouer les autres pièces. Ils n'ont pas pu jouer en alternance. Et donc Brécourt était très embêté parce que voilà, il pouvait pas exercer son métier entre guillemets d'artiste dramatique dans tous les sens du terme, tragique. Alors cette pièce, est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Vous êtes en pleine répétition. La première est mercredi. Mercredi, la première. D'un point de vue à la fois littéraire, théâtral et d'un point de vue formel, elle est assez singulière, cette pièce. Ah bah c'est une pièce qui a été créée par Julie Deliquet et puis comme une sorte de collectif qu'elle réussit toujours à créer. Moi, c'est la 3e fois que je fais un spectacle avec elle. J'ai déjà fait Vania et puis ensuite j'ai fait le Bergman ici, Fanny Alexandre. Et donc du coup c'est la 3e fois que je collabore avec elle, donc c'est une collaboration artistique formidable avec Julie André et Julie Deliquet. C'est que ça part d'improvisation, ça part d'une écriture de plateau comme on imagine qu'ont pu être les créations de Molière, et on arrive à un texte qui est suite aux improvisations, et voilà, c'est ça qui se développe. Et en même temps, avec ce texte-là, qui est à peu près toujours le même chaque soir, on a quand même des plages de liberté qui nous permettent, encore une fois, comme au temps de Molière, je pense, de naviguer à vue, de faire une allusion. Alors là, on est vraiment au 17e, on est en 1663, c'est éclairé à la bougie, donc on n'a pas à avoir le langage de 2022. On fait très attention à ça, et c'est beaucoup plus difficile d'improviser en étant en 1663 qu'en étant en 2022, parce que on a envie de dire des choses, des mots qui sont les vôtres aujourd'hui, mais on ne peut pas. Vous devez improviser dans la langue du XVIIe siècle. Oui. Par exemple, aujourd'hui, j'ai dit, mais il faut appeler un couvreur. Et puis on a dit, ben non, il faut pas appeler un couvreur. Il faut mander un couvreur. Donc il faut réfléchir avant d'improviser une phrase. Bah oui, parce que si vous dites, il faut appeler un couvreur, ou il faut faire appeler un couvreur, mais il n'y a pas de... Il faut mander à l'époque. Donc c'est c'est des interjections. Il y en a une qui était une sorte de... Je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs. C'est ce que dit Jean-Baptiste Poquelin à un moment donné. Il l'a faite aujourd'hui en filage, mais c'est des interjections qui sont très usuelles au XVIIe, mais qui sont plus du tout... Donc mais vous avez un petit lexique. On a une sorte de phrasé qui est qu'on essaie de garder pour que quand les spectateurs viennent, ils se disent tiens, ça se passe bien en 1663. Mais c'est pas évident à faire avec cette liberté-là que nous laisse Julie Deliquet. Vous dites qu'il y a une écriture de plateau, ça veut dire que et vous reprenez le rôle d'Hervé Pierre qui a quitté la troupe pour la rejoindre momentanément en tant qu'artiste auxiliaire. C'est sur la vie de Galilée, sur la vie de Galilée. Jusqu'au 3 décembre. Ça veut dire que vous allez jouer en partie un texte qui a été écrit à partir de ses propres improvisations. Oui, mais on a eu très peu de répétitions, on a eu 5 plateaux. Et moi, j'ai réécrit aussi mon histoire. Je fais pas exactement ce que faisait Hervé. Et j'ai discuté avec lui et avec Julie Deliquet. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que faut pas refaire exactement. Si vous reprenez un rôle, faut pas refaire exactement ce que l'autre a fait, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt en fait. Il faut recréer, parce que on pense toujours les acteurs comme des gens qui sont que des interprètes, des artistes dramatiques. Mais dans ces créations-là, on est aussi un peu auteur quelque part, et on écrit aussi le texte. Donc on est aussi des créateurs, et moi je fais avec mon physique à moi qui n'est pas le même que celui d'Hervé, donc c'est pas la même chose, et je fais un Brécourt différent. Mais de toute façon, on a des traces de Brécourt, de ce qu'il a été. C'est quelqu'un qui était assez violent, qui a tué d'ailleurs un cocher, qui s'est exilé pour ça, etc., suite à une altercation. Et après, il a tué un sanglier à main nue dans une forêt. Bon, ça raconte quand même que c'était
Un personnage viril. Oui, c'est puissant. Virulent même. Mais moi, je fais avec moi. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà. Je pense à ça, mais je n'essaye pas de faire Hervé Pierre ou de faire Brécourt. Je fais Brécourt avec le Laurent Stocker de 2022 qui, imagine-t-il, n'est pas en 2022, mais en 1663. Voilà. Comment c'est compliqué. Hein. Ah ouais. C'est surtout un si peu de la vous devez changer schizophrénie. Je me rends compte même en parlant. C'est le propre de votre métier. C'est un peu schizophrène. Oui. Comment est-ce que la technique ou la pratique théâtrale, je sais pas comment on peut appeler ça, de Julie Deliquet, et notamment ces exercices d'improvisation, vous permettent d'approcher une forme de réalité sensible? En tout cas, c'est cette impression que donne la pièce. On a l'impression d'être au plus près d'une vie domestique quotidienne. Oui. Par quelle petite magie on arrive à cela? Par une matière historique déjà. Parce que par exemple, on ne sait plus ce que ça veut dire aujourd'hui, mais passer le Pont Neuf avant la nuit. À cette époque-là, c'était primordial. Sinon, vous tombiez sur c'était une horreur. Vous tombez sur des malfaisants. Des malfaisants, ou même encore jusqu'à, je crois, au début du 18e, des loups, quelquefois. C'était l'hiver. D'ailleurs, il y avait un restaurant qui s'appelait le Saut du Loup, ça n'existe plus, mais qui était au Louvre. Il y a des mendiants qui venaient pour simplement demander l'aumône au roi. Et puis, il se faisait bouffer par les loups. Enfin, c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, 4-5 siècles, c'est rien, en fait. Mais, donc, voilà, il faut repasser par l'historique de tout ça. Molière, il partait de la rue Sauval, enfant, et puis il allait à Louis le Grand, c'était la nuit, il traversait, il y avait des poules, il y avait des déjections partout, et il revenait, c'était encore à nouveau la nuit. Et il dormait 5-6 heures et il repartait au lycée Louis le Grand le lendemain matin. Enfin, on n'a plus du tout Paris est devenu une zone un peu de confort, mais on se rend compte que au XVIIe siècle, c'était quelque chose, c'était un coupe-gorge. C'était un coupe-gorge. Avant les travaux d'Haussmann, c'était une ville, et donc il y a ça dans la pièce. Il faut, on commence une réunion, et je dis, mais il faut absolument que je passe le Pont Neuf avant la nuit. Ce qui est vrai, parce que sinon, et tout le monde me dit oui, c'est vrai, il faut se dépêcher, parce que, enfin, on regarde pas notre monde, justement. Ni de montre à gousset, non, il faut se dépêcher. C'est difficile, d'ailleurs, en improvisant, de montrer que le temps passe et qu'on est pressé, sans regarder de montre ou de pendule, etc. Agathe Sanjean, vous avez vu cette pièce? Oui. Sans moi. Oui, voilà. Elle la verra mercredi. Encore, vous la verrez mercredi, bien sûr. Par quel élément historique, par quel élément littéraire, effectivement, arrive-t-on à ce résultat-là? Et pour celles et ceux qui n'ont pas vu la pièce, c'est dommage de dévoiler un peu, parce qu'il y a il y a une très grande singularité dans cette pièce. Oui. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments historiques en réalité. On a des éléments contextuels, mais sur la troupe. Pour construire cette pièce, il y avait les pièces en fait que Julie Deliquet avait décidé d'aborder, qui étaient donc les 3 pièces de la cabale de l'école des femmes, donc la pièce elle-même, la critique de l'école des femmes et l'impromptu de Versailles. Parce que la pièce, l'école des femmes, a été l'objet d'une polémique, d'une cabale, contre Molière. Contre Molière, mais que Molière a très bien su utiliser. C'est-à-dire que lui-même, il a fait monter la sauce, en fait, parce qu'évidemment, il a fait de la communication. Ça suscitait l'intérêt, voilà. Et il a eu cette idée de génie d'inventer un nouveau type de pièce, vraiment de circonstance, qui était donc la critique de l'école des femmes, qui est en fait une conversation de salon où chacun va donner son avis sur la pièce de Molière, et il en sort bien sûr, on va dire, glorifié dans ce qu'il a proposé dans sa pièce. Donc voilà, ça c'est le matériau réel et voilà tangible vraiment que Julie Deliquet avait entre les mains et qu'elle avait choisi d'exploiter. Donc il y a des phrases qui sont vraiment issues de ces 3 pièces. Donc l'impromptu de Versailles qui est la troisième pièce. Donc à la fin de toute cette polémique, en fait, il clôt toute cette cabale par cette pièce aussi extraordinaire qui est la répétition de sa troupe
qui évidemment est mandaté par le roi, donc c'est quand même là aussi à la gloire de son œuvre pour faire Je vais aller fermer la porte. C'est incroyable, hein. Cette comédie française bouillonne et il y a des gens qui hurlent dans les couloirs alors qu'ils sont même pas en répétition. Vous connaissez les voix? Non, pas du tout. On ne peut pas dénoncer. Alors j'ai perdu le fil. L'impromptu de voilà. Versailles, c'est la pièce qui clôt la cabale de l'école des femmes. Voilà. Et puis, effectivement, cette équipe artistique a aussi travaillé avec un matériau historique, comme le disait Laurent. Donc, elles se sont énormément documentées, elles ont interrogé des historiens, elles ont vraiment plongé dans le concret des archives pour essayer de repérer tous les éléments de la vie quotidienne qui permettaient, je pense, aux acteurs d'être un matériau d'improvisation, de se saisir de choses très, très concrètes, très matérielles, pour faire revivre un quotidien du XVIIe siècle, ce qui est pas du tout simple. Effectivement, c'est exactement ce que tu disais aussi sur le langage. Et d'ailleurs, la nourriture, enfin tout, c'est ce qu'on mange pendant la pièce à l'entracte. Ouais. Mais elles vous ont communiqué un livret ou Non, c'est pas un livret, c'est que j'ai discuté en amont, et puis j'ai beaucoup parlé avec Hervé aussi, et Pierre, et donc non, c'est-à-dire il faut, quand on joue ce genre de spectacle, se replonger dans le Paris du XVIIe siècle. Mais c'est fascinant parce que, par exemple, moi, ça fait quand même 22 ans que je suis dans cette maison et je n'avais jamais vu de pièce où il y a des bougies sur scène à ce point-là. Il y a énormément de bougies, mais on n'a pas droit à plus de tant de bougies au niveau de la sécurité. Mais c'est un éclairage à la bougie. On a deux lustres de bougies qui sont, et l'éclairage à la bougie vous emmène dans un ailleurs, historiquement, on sent qu'on n'est pas en 2022. C'est très intéressant. On voit pas les choses de la même façon, les visages ne sont pas de la même couleur, tout est différent en fait. Et donc Serge Bagdasarian fait par exemple du pain perdu, ça existait aussi à l'époque, avec un œuf et du sucre. Et je lui ai dit, mais moi je n'aime pas le sucre. Donc essaye de me trouver un plat salé pour demain. Donc il m'a dit, je réfléchis. Mais vous lui avez dit ça aujourd'hui? Oui, un plat salé du 17e. De l'époque. Donc je sais pas ce qu'il va trouver, j'attends ses propositions. Agathe Sanjuan, de l'orge. Mais non, ça sera. Moi, je vous conseille plutôt le pain perdu. Tant pis pour le sucre. Ouais, alors, il sucre moins. Ah, mais ils sont. Il le fait en scène. En direct. Il le fait à l'entracte. Ouais. D'ailleurs, si vous venez voir le spectacle, restez à l'entracte parce que à l'entracte, il cuisine. Moi, je mets les bougies. On installe et du coup, dans la salle se répand une odeur d'œufs, de pain, etc. C'est beau, c'est intéressant. Moi, quand j'ai vu le spectacle, parce que je l'ai vu plusieurs fois, parce que je savais que j'allais reprendre le rôle d'Hervé Pierre, j'étais fasciné parce que j'ai eu vraiment la sensation de passer une soirée avec Molière et ses compagnons. J'ai vraiment eu l'impression d'être en 1663, donc c'était moi j'ai trouvé ça alors après j'espère que c'est la même chose pour les spectateurs qui viennent, mais on a une sorte on repart dans le temps, quoi. Il y a une forme d'intimité aussi quand même. Ah bah oui, on est dans l'intimité d'une communauté, puisqu'en fait cette troupe, on est chez elle, je ne sais pas où ils vivent, vous devez le savoir, c'était un endroit identifié par l'histoire. Mais en fait, elle a reconstitué une maison où la troupe a vécu ensemble. Ouais. Là, je pense qu'il y a une distorsion par rapport à la réalité historique. Ils n'ont peut-être pas vécu ensemble. Mais non, mais l'idée, c'était de représenter justement la vie en communauté d'une troupe. Les couples qui se disputent. Ouais, les enfants, c'est très important. Dans les pièces de Molière, d'ailleurs, ça se sent. Mais tout ça, à partir de quelque chose, je dirais, d'assez presque fictionnel, puisque rien ne reste de cette époque, Agathe Sanjuan. On en arrive à l'exposition, c'est-à-dire que il ne reste, je crois, aucun manuscrit, aucun objet originel de l'époque de la troupe. Alors il reste quelques petites choses, voilà, c'est ça. La montre de Molière. C'est vrai qu'il n'y a aucun manuscrit et son calot. Voilà.
Pas de manuscrit de Molière, ça c'est vraiment un objet d'étonnement pour nous, parce qu'à cette époque il n'y avait pas du tout le culte de l'écriture, de l'auteur, du manuscrit. De la conservation, voilà, des lettres et des à partir du moment où la pièce était publiée, elle avait cette existence qui était la plus importante, qui était l'existence éditoriale. Donc ce qui nous reste de Molière, c'est très peu de choses, c'est quelques signatures sur des actes notariés, en général à l'occasion de contrats passés devant notaire, et c'est tout. En fait, une quarantaine simplement de signatures. Qui sont toutes ici à la bibliothèque. On en a une. La plupart sont aux Archives nationales, au Minutier central, puisque c'est les archives des notaires. Et effectivement, il nous reste quelques objets, donc la montre. Qui est à la Comédie Française. Qui est à la Comédie Française, qui porte une dédicace à JBP Molière, parce que c'est une montre qui lui a été offerte. Et son petit bonnet dans le rôle d'Argan du Malade imaginaire. Donc évidemment. Il a un fauteuil. Alors le fauteuil, oui, bien sûr. C'est finalement exposé dans la galerie. Ouais, c'est l'objet le plus important parce que c'est aussi un objet de scène et un objet qui a continué à vivre au-delà de la vie de Molière, puisque c'était vraiment le fauteuil dans lequel on jouait le Malade imaginaire. Donc il porte en plus toute cette aura des différents interprètes qui ont continué à jouer le rôle après Molière. Et alors, comment on monte une exposition aussi importante? Avant l'émission, vous nous avez expliqué que tout ça vous a quand même pris 4 ans, même s'il y a eu des intermèdes compliqués, sanitaires. Quand on a finalement assez peu d'éléments physiques, historiques à montrer. Comment, comme la même difficulté finalement quand on veut reconstituer une vie quotidienne, concrète, comment est-ce que concrètement vous montez une exposition sur Molière, sur la figure de Molière, sans ces éléments-là qui sont à la fois anecdotiques et à la fois sensibles? Oui. Alors, évidemment, le choix a été fait très rapidement avec mon co-commissaire qui s'appelle Joël Hudevol, qui est directeur du département des arts du spectacle à la BNF, de ne pas faire une exposition justement sur Molière en son temps. Parce que, effectivement, c'est très périlleux. Il reste tellement peu de choses. Pour le public, c'est très difficile de concrétiser les choses avec si peu de choses. Donc, on est parti de l'élément, on va dire, on est parti de la légende. Bonsoir. Bonsoir. On est parti de la légende, c'est-à-dire de ce qu'on croit savoir sur Molière, pour essayer de voir ce qu'on peut en dire aujourd'hui, ce que l'on peut démonter aussi comme fausse vérité, parce que c'est un personnage qui a fait beaucoup fantasmer, jusqu'à ce que finalement on répercute des anecdotes qui étaient totalement fausses sur sa vie. Donc on part de sa mort. Le fait qu'il souffre mentalement, par exemple. Qu'il souffre, effectivement que ce soit un homme souffrant, qu'il était malade, que c'était un homme seul dans l'adversité, alors que, comme le montre le spectacle de Julie Deluquet, il était vraiment au sein d'une troupe et il s'appuyait énormément sur les personnalités de sa troupe. Ça, c'était la biographie de Grimaret qui a beaucoup... Qui était complètement fantasmée, il a connu Baron, c'est ça, hein? Oui, Grimaret, et c'est soi-disant les souvenirs de Baron, mais par Grimaret qui a fait une biographie mais bien après sa mort. Donc après c'est ça, c'est-à-dire que cette première biographie a induit beaucoup d'erreurs qui ont été répétées d'ouvrage en ouvrage, et finalement ça fait à peu près une 30aine d'années que les chercheurs sont revenus à la source, donc dans ces archives, au sein du matériau historique, et qui peuvent en fait revenir sur un certain nombre de contre-vérités qui étaient donc répétées depuis le début du XVIIIe siècle. Donc c'était très important d'intégrer en fait toutes ces dimensions de recherche dans l'exposition et voilà, de démonter ce qui pouvait l'être facilement pour le public. Mais vous avez donc mené cette enquête, et quel Molière se dessine à la fois? Est-ce que c'est le Molière que l'on retrouve dans Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres? Est-ce que c'est une figure comme ça? Est-ce qu'elle est proche de cette figure-là, imaginée, voulue par Julie Deluquet?
Alors, nous, on l'a un petit peu aussi vu à travers les siècles. C'est-à-dire que c'est une personnalité, peut-être ce qui est le plus frappant, c'est qu'elle est très malléable, cette personnalité. C'est-à-dire que c'est quand même une des rares personnalités qui était très symptomatique du règne de Louis XIV et qui a été repris par tous les régimes politiques qui ont suivi. C'est un concept, en fait, Molière. Oui, c'est peut-être aussi une coquille, effectivement, un homme dans lequel on peut mettre un peu ce qu'on veut. Donc la Révolution s'est emparée de Molière, mais on également. a tous notre Molière d'ailleurs. Voilà. Pas la statuette. Hein, Aussi, vous l'avez aussi. Non, on a chacun notre Molière. C'est ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on se disait avant l'émission. Oui. Ouais. Donc la monarchie, en fait l'homme de Louis XIV. Les révolutionnaires se sont appropriés Molière, mais de même que la Troisième République, c'est vraiment la personnalité majeure, on va dire, des manuels scolaires, que ce soit historique ou littéraire. C'est vraiment et même on a retrouvé des documents très étonnants. Par exemple, sous la monarchie de Juillet, il y a un dictionnaire de morale écrit par Molière, donc c'est vraiment une absurdité. C'est simplement des répliques qui sont sorties de leur contexte et qu'on vraiment c'est fou. On prend à contresens finalement. Votre Molière à vous alors, Laurent Stocker? On a tous un Molière dans la tête qui est pas celui qui a existé physiquement et historiquement, puisque on n'a pas exactement les tenants et les aboutissants. Donc moi, mon Molière, il est festif, il aime la troupe, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, je l'imagine, très travailleur, très à l'écoute de ses partenaires et de ses comédiens. Et je pense que c'est ça que je fantasme sur Molière. J'ai pas envie d'un Molière avare, j'ai pas envie d'un Molière misanthrope, j'ai pas envie d'un Molière, même s'il a été tout ça. Mais il a écrit ça parce que justement il avait, à mon sens peut-être, mais je me trompe. De toute façon, plus personne ne pourra nous dire. Mais c'était à mon avis quelqu'un d'extrêmement généreux et quelqu'un d'extrêmement aimant, encore une fois, dans tous les sens du terme. Et il était aimant et aimant aussi. Il ramenait les gens à lui. Les gens avaient envie d'aller. C'est une espèce de prophète, Molière. On ne peut pas s'empêcher de penser à des prophètes ou à Jésus. C'est-à-dire, il avait ses apôtres, il avait un peu sa cour quelque part. Et puis, il a réussi une chose qui était extraordinaire, à mon sens, c'est qu'il avait cette notion de méfiance totale vis-à-vis du pouvoir, mais en même temps une très grande acuité à se faire aimer de ceux qui ont le pouvoir et en particulier du roi. Voilà, il avait tout compris, je crois, mais il n'était pas dupe. Votre Molière à vous, Agathe St-Jean, après 4 années. Alors, à travailler, elle va dire des choses totalement différentes. Ouais, il était atroce. Voilà, c'était un être horrible. Le catalogue. Non, en fait, ce qui reste le plus impressionnant, je pense, c'est justement la longévité de son œuvre, le fait qu'aujourd'hui on le joue. Et qu'on continue à renouveler la manière de voir ses pièces. Enfin, la programmation de l'année dernière en a été la preuve. C'est quand même vraiment étonnant de voir comment des metteurs en scène aujourd'hui peuvent en faire une pièce d'aujourd'hui, quoi. Enfin, donc moi c'est plutôt ça. Alors, parce qu'évidemment il y a cette partie biographie dans l'exposition, mais il y a aussi toute une partie sur les œuvres, sur les thématiques qui sont abordées, qui sont vraiment pour la plupart complètement contemporaines. Et sur la figure universelle, je reprends vos propres termes, de Molière, c'est-à-dire que c'est en ça que je disais, c'est presque un concept, cette figure qui évolue avec les âges et avec les enjeux des époques successives qu'elle traverse. Oui, parce quels sont les enjeux en 2022 quel est l'enjeu de présenter une exposition, de rejouer Molière comme ça pendant toute une saison, ce qui a été le cas la saison dernière. Vous reprenez Jean-Baptiste, Madeleine, Armand et les autres en 2022. C'est l'enjeu, l'intérêt, la magie. Et l'avare en juillet. Et l'avare que vous avez effectivement créé et que vous reprenez en juin 2023. Début juin.
Je pense que c'est justement de montrer comment ces œuvres littéraires très fortes passent absolument toutes les époques et sont encore vraiment actuelles. Alors, Molière, on l'appelait à son époque le peintre de la nature humaine. C'est-à-dire qu'il a su saisir en l'homme des caractères qui sont universels, comme vous le disiez. Donc, en fait, l'homme, évidemment, il a beaucoup changé, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, voilà. Donc, il y a beaucoup de pièces qui sont encore totalement d'actualité. L'avare, voilà. Oh non, il n'y a plus d'avare aujourd'hui. C'est fini, ça. Non, ça c'est resté au 17e. Ouais. Il n'y en a plus. Et comment vous êtes allé... Il n'y a plus de misanthrope, il n'y a plus de bourgeois gentilhomme, il n'y a plus de tartuffe. Vous êtes allé renifler, trouver votre avare? Ah bah, en me servant des avares anciens et modernes. Enfin, l'avarice, c'est un des piliers du fonctionnement humain. Comme tout ce que décrit Molière dans chacune de ses pièces. Ce qui est fascinant, c'est de se dire que, ou comme Shakespeare aussi l'a fait, c'est-à-dire que effectivement l'évolution a lieu, mais les travers restent. La structure. Je veux dire, les imbéciles du XVIIe sont exactement les mêmes au XXIe siècle. Les complotistes du XVIIe sont les mêmes au XXIe siècle. Ça n'a pas beaucoup changé, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant. Et Molière était quelqu'un qui était extrêmement, à mon sens, novateur. D'ailleurs, il dit cette phrase, moi, que je dis pratiquement tous les ans au 15 janvier. Les anciens, monsieur, sont les anciens, et nous sommes les gens de maintenant. Et je trouve que... Le 15 janvier, c'est la fête anniversaire de Molière. Enfin, l'hommage à Molière, puisqu'il est né le 15 janvier. Et donc, c'est pour moi très important parce que je pense que c'était quelqu'un qui, s'il était vivant aujourd'hui, ferait partie des modernes, pas des anciens. Il ferait avancer, il aimerait l'écriture de Plateau, il aimerait qu'on parle de l'époque dans laquelle on vit, il aimerait parler du politique aussi, il aimerait refaire ce qu'il faisait à l'époque, c'est-à-dire tous les travers humains de la cour, donc là aujourd'hui du gouvernement, enfin voilà. Et c'est très important parce que dans le Malade imaginaire, par exemple, il est vraiment officiellement quelqu'un qui se met contre les anciens qui disent que il n'existe pas de circulateur. Il n'y a pas de circulateur, le sang ne circule pas dans le sang. Or, Molière, qui n'a pas encore la preuve de ça, défend la thèse que le sang circule. Tout comme en ce moment on joue Galilée qui face à l'Église, face à ces personnes, dit non, en fait, la Terre tourne autour du Soleil, voilà. Et donc après, voilà, il risque d'être brûlé. Et Molière, comme chacun le sait, a été excommunié puisqu'il n'a pas eu le temps de se répudier. Il l'a demandé, mais ils sont arrivés trop tard, donc voilà. Et puis il a lui aussi subi des attaques vraiment très fortes, hein, des appels à l'assassinat. Hein, oui, bien sûr. Il a été harcelé sur les réseaux. Voilà. Ah bah oui, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes, il le rencontrait au XVIIe siècle dans une auberge ou quoi, il risquait gros parce qu'il y avait des gens qui voulaient sa peau. Est-ce que c'était un homme courageux? Bien sûr, moi je pense. Oui, c'était un homme très courageux et il était aussi très habile. Très habile. Donc c'est ça qui est formidable avec lui, c'est que il arrive à faire écouter des choses qu'il est le seul à pouvoir dire. Il les dit au sein même du pouvoir, à la cour. À la cour. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un... C'est la figure du fou quelque part, comme dans Shakespeare. Ouais. C'est-à-dire qu'il arrive à la cour, il décrit la cour, il dit ce qui va pas et tout. C'est terrible, les gens sont abasourdis, mais ça les fait rire parce qu'il y a l'humour. Voilà. C'est pour ça qu'avec l'humour, on peut réussir à faire passer des choses qu'on ne peut pas faire passer sous couvert de sériosité entre guillemets. Vous parlez là vous étiez dans la Nuit des Rois et vous aviez un personnage comme ça qui à un moment donné improvise. En couleur, Sir Toby, qui était un ivrogne fini, mais qui disait des choses. Toby Hawker, mais qui disait des choses. Et tous les soirs, on improvisait sur l'actualité du moment, de ce qu'avait dit
le président de la République la veille, ce qui s'était passé avec Ben Allah, on était en plein dans l'affaire Ben Allah, et donc on improvisait comme au temps de Shakespeare, mais il y avait des pièces de Molière, mais tu vas me dire si je me trompe, mais où à certains moments il improvisait aussi. Il y avait une part pour l'improvisation à ce moment-là. Et donc, dans le Malade imaginaire, il descendait dans la salle. Enfin, je sais pas, on a des traces de ça, je crois, mais quelquefois ça durait. Fallait se dépêcher parce qu'il y avait c'était le fameux jeu en vaut la chandelle. Alors, il fallait que la chandelle ne soit pas totalement éteinte. Sinon, fallait en rallumer une, donc ça coûtait plus cher. Agathe, bonjour. Oui, alors sur le texte même, effectivement, il y a des choses qui ont été fixées un peu par les éditions, mais qui faisaient l'objet de l'ADZI. Qui étaient des improvisations. L'ADZI, ce sont des improvisations. Tout à fait. Il écrivait très vite. Oui, et puis sans doute avec ses acteurs. Voilà, ça c'est sans doute une particularité. N'oublions pas aussi qu'il jouait dans le même théâtre que les Italiens. Donc il était forcément très influencé par la méthode italienne. Et la méthode italienne. Voilà. Il jouait en alternance, en fait. Il jouait pas, certains jours c'était les Italiens, d'autres c'était sa troupe. Donc ils étaient en étroit lien artistique avec cette troupe qui avait cette particularité de vraiment jouer en improvisation. Donc ça c'est sûr que tous ces Lazzi, ils ont quelque part été un petit peu perdus à partir du moment où les pièces étaient écrites. Après, à mon avis, ça a été surtout sur la prose. Où ça, on pouvait improviser. Encore maintenant, on peut improviser sur la prose. Mais par contre, quand il écrit en vers, je pense que c'est plus compliqué, là. Mais il y avait aussi les jeux de scène, c'est-à-dire des choses muettes. Bien sûr. Qui pouvaient être... Et c'est sur cette base-là que vous fait travailler Julie Deliquet. Oui, parce que c'est Molière, elle. Je dis ça en rigolant, mais c'est la Molière, femme du 21e siècle. Elle devrait d'ailleurs faire des pièces où on ferait une session de travail et on écrirait quelque chose sur le monde contemporain. Je l'engage à ça, en tout cas. Ce type de jeu-là, c'est vertigineux. Quand vous êtes salle Richelieu, vous allez y être bientôt, mais vous avez déjà travaillé avec Julie Deliquet, c'est-à-dire que... Alors, je vais vous dire, il y a une chose que je trouve extraordinaire, c'est que au théâtre, souvent, enfin, moi je parle de mon vécu, de mon ressenti, c'est on est stressé. Il faut pas se tromper de texte. Il faut être comme ça. Il faut être il faut faire un pas ici, puis un pas là. Et puis il faut faire attention à tout. Il faut etc. Là, avec Julie Deliquet, on est dans le théâtre de ce que moi j'imagine être le vrai théâtre, un théâtre que j'aime, c'est-à-dire un théâtre libre, un théâtre où vous allez là un jour, vous allez là-bas le lendemain, vous dites une phrase, vous avez un canevas, vous avez évidemment le texte est écrit. Et vous avez vous avez aussi des gens qui vous répondent et c'est un travail de groupe et l'essentiel c'est d'être à l'unisson et de raconter l'histoire. Après, à l'intérieur de ça, s'il y a les possibilités d'ouvrir des portes de petites improvisations qui durent très peu de temps, mais de phrases rajoutées, c'est possible. Et ça, je ne l'ai vu qu'avec Julie Deliquet, moi. En 30 ans de carrière et 20 ans de maison, j'ai jamais vécu ça ailleurs, en fait. Et moi, je n'aimerais faire qu'un théâtre comme ça. Qu'est-ce que cela vous apporte en tant que comédien? Tout. C'est-à-dire que vous sentez d'une liberté totale. Après, bien sûr, il faut se cadrer, il faut pas faire n'importe quoi. On va pas se mettre à raconter des choses qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que en vieillissant, en tout cas, moi, je n'aime plus être dans des carcans. Je n'aime pas qu'on me dise exactement il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça. Il faut aussi laisser la part de création à l'artiste, à l'acteur. Et l'acteur, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est un interprète, mais c'est aussi un artiste. Il a besoin de créer aussi. Alors, une interprétation, on peut dire c'est une création, mais la création, elle est différente d'un acteur à l'autre. Il y a des acteurs que ça tétanise, l'improvisation. Moi, il se trouve que si on me disait demain, voilà ce qui se passe, il y a un canevas tous les soirs et tu n'es qu'en improvisation, je serais le plus heureux des hommes. Parce que moi, ce que je n'aime pas, c'est refaire exactement la même chose. Donc, voilà. Après, il y a des acteurs qui chaque jour disent la réplique exactement de la même façon, comme
comme si c'était gravé dans le marbre. Or, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que comme on est dans le théâtre et le spectacle vivant, c'est que même si c'est un texte précis, si c'est fait différemment, et chaque soir c'est différent. En fait, moi, je ne veux jamais refaire exactement ce que j'ai fait la veille. D'ailleurs, à un moment donné, j'imite un des acteurs qui dit du mal de Molière, qui s'appelle Raymond Poisson, et je le fais tantôt extrêmement comme ça, tantôt il roule les airs, je sais pas, j'invente un personnage différent sur Raymond Poisson à chaque fois que je fais le filage, parce que j'ai pas envie de figer une histoire ou un truc trop précis, quoi. Voilà. Depuis le 15 janvier de cette année, vous cheminez avec Molière plus que jamais, plus que d'habitude en tout cas, puisqu'il y a eu cette saison qui s'est arrêtée en juillet, sur laquelle vous avez tous énormément travaillé. Il y a eu cette exposition, vous reprenez des rôles, vous, à la rentrée. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre perception de ce qu'était Molière, de ce qu'est son travail, de ce qu'est son œuvre? Est-ce que ce compagnonnage très, très proche, plus proche que d'habitude, a changé quelque chose? Ou est-ce que vous en avez absolument ras-le-bol de Molière, ce qui pourrait être possible? Vous posez la question à Agathe ou à moi? À vous deux. Agathe. Alors, moi, Oui, elle en peut plus de Molière. Non, pas du tout, au contraire. Mais la perception de Molière, bien sûr, elle a changé au cours de ce travail de recherche qui a été fait. Où finalement, parce que qu'est-ce que c'est que de faire une exposition? C'est aussi produire un discours. Et c'est se fabriquer son propre Molière également. Donc ça a été très intéressant en fait pour moi d'inventer en fait un Molière dont on espère qu'il touche le public d'aujourd'hui. Donc à la fois en racontant des choses de l'ordre vraiment du fait historique, et puis de mettre en valeur aussi des documents exceptionnels, et puis de réinterroger son œuvre avec voilà l'œil d'un contemporain. Donc ça a été voilà très enrichissant pour moi. Et puis dans la variété des spectacles qui ont été montés, bien sûr, tous ces regards portés sur Molière, que ce soit voilà le Molière qu'on va chercher aux sources de voilà 1663, ou alors des visions beaucoup plus contemporaines de son œuvre. L'Avare de l'île au bord, les anciennes de l'île au bord. Oui. Oui, l'île au bord, elle réinvente l'Avare d'une façon totalement différente. C'est en Suisse, ça se passe, c'est la langue de Molière, mais ça pourrait se passer aujourd'hui. Et c'est tout aussi intéressant. C'est tout aussi intéressant. Je vous dis, c'est vraiment l'humain évolue dans la science, dans la philosophie, dans plein de choses, mais pas dans ses travers, encore une fois. Et c'est pour ça que on joue toujours Shakespeare et Molière, parce qu'on a tous les travers humains qui sont absolument magnifiques, quoi. Et je pense que c'est ce qui est plus amusant à jouer, les travers. Bah oui, parce que si vous jouez quelqu'un de bien, qui est quelqu'un qui fait tout bien, etc., je veux dire, théâtralement ou cinématographiquement, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est les gens qui sont qui font des choses différentes, qui ont des défauts énormes, qui sont des monstres, c'est ça qui est intéressant à jouer. Mais jouer quelqu'un dont la vie est remarquable, ça peut être intéressant, ça s'appelle des biopics, mais je veux dire, c'est pas ça qui est intéressant à jouer comme en tant qu'acteur. En tant qu'acteur, ce qui est intéressant à jouer, c'est les personnages qui sont même presque indéfendables, je dirais. C'est ça qui est intéressant, puisqu'ils font quand même partie de l'humanité. Donc voilà, les avares, les misanthropes, les monstres. Merci. Moi, j'adore jouer les monstres. Ce sera notre conclusion. D'ailleurs, devenir monstrueux, ça continue. Je vais finir par devenir monstrueux si ça continue. Non, écoutez, non, on l'espère pas pour vos proches quand même. Non, mais c'est drôle. Merci beaucoup, Agathe Sanjean. Merci, Laurent Stocker. Je rappelle que l'exposition Molière, le jeu du vrai et du faux, est présentée à la BNF
site Richelieu, Galerie Mansart, jusqu'au 15 janvier 2023, donc la date anniversaire. Voilà, date anniversaire de Molière. Et donc à la Bibliothèque Musée de l'Opéra, c'est une exposition qui s'appelle Molière en musique, qui se concentre plus sur la comédie-ballet, ce genre qu'a inventé Molière, ainsi que tous les compositeurs qui ont composé des musiques pour Molière. À noter aussi qu'il y a la rotonde du site Richelieu qui est consacrée à Don Juan, et aussi un dispositif qui est présenté à la fin de l'exposition qui s'appelle un botophone, qui permet de discuter avec Don Juan. Et ça un botophone. Voilà. Ah, c'est intéressant. Ça permet de faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment improviser comme au XVIIe siècle. En fait, c'est une machine, une intelligence artificielle qui a été conçue par des chercheurs en lien avec une artiste qui s'appelle Rocio Berenguer, et qui est une analyse en fait du répertoire dramatique du XVIIe siècle pour qu'on puisse discuter avec quelqu'un qui parle comme au XVIIe siècle. Mais alors, c'est Molière? C'est Don Juan. C'est Don Juan, ouais. Donc c'est un peu Molière aussi. Voilà. Vous pouvez aller discuter un petit peu avec Molière et Don Juan. Allez-y. Ça vous avant la première. Je vais y aller, moi. Avant la première. En plus, l'intelligence artificielle, c'est intéressant. Parce qu'on peut recréer, on peut reparler avec des gens qui ne sont plus. Voilà. Et c'était pas évident de faire ça, en fait, avec un langage du XVIIe siècle. Donc. Ouais, ça doit être intéressant, ça. Le catalogue de l'exposition, donc, co-réalisé par la BNF, la Comédie Française et l'Opéra de Paris, dont vous êtes co-auteur. Laurent Stocker, vous êtes actuellement sur la scène Richelieu dans La Vie de Galilée. La Vie de Galilée, où je fais un tout petit rôle qui est Comte de Médicis. Voilà. Comte de Médicis, voilà. Et donc jusqu'au 4 décembre, vous serez Comte de Médicis en alternance à partir de ce mercredi et jusqu'au 15 janvier également. L'année Molière se clôturera sur une représentation de Jean-Baptiste Madeleine, Armand et les autres. Vous êtes Brécourt dans cette pièce d'après Julien Molière. Marcoux dit Brécourt. C'est pas Guillaume? Guillaume, pardon, oui. Ah, non, je viens de... Ouais, Julien, c'était son deuxième prénom de baptême. Non, je plaisante. Guillaume Marcoux dit Brécourt. Oui. Mise en scène Julie Deliquet. Voilà, merci à vous qui nous écoutez, nous regardez. Bravo Andrea Villechamp, j'ai l'impression que tout s'est bien passé. C'est bien passé. Voilà, merci à vous Arthur Lenoir. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube, sur la plateforme de podcast Soundtrack. Bonne semaine à toutes et à tous. Bonne semaine. Avec la Comédie Française.